C'est ma dernière saison en tant qu'individuel et j'ai envie de la finir en apothéose. Il y a un outil qui est utilisé tout le temps en ces qualifiers, j'ai décidé de le mettre de côté. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais mis en premier lieu? J'avais mis un 5 RM deadlift. Je pense que c'est un des WOD les plus simples en qualifier qu'on ait fait. Et la dernière partie, elle va être horrible. Non, moi je connais plein de parents qui aujourd'hui, avec le recul, me disent mais moi en 6ème, il était hors de question que mes enfants partent à 400 km de la maison. Il m'a fait sauter un tremplin dans la cour de la ferme chez mes grands-parents et il m'a dit c'est bon, t'es prêt pour faire du BMX. Vous soyez parti de la boxe et que vous soyez passé sur une organisation qui fait peut-être 6 ou 7 fois la taille de ce que vous aviez à l'époque, l'âme de la compétition reste la même et c'est vraiment incroyable d'avoir des fleurs d'athlètes comme ça. En vrai, tu vois, il y a certains, ils peuvent avoir des frissons à ce moment-là. Que ce soit vous ou les autres compétitions en France, faut donner du crédit aux gens qui permettent aux athlètes de s'exprimer. Aujourd'hui, tu peux être le meilleur athlète au monde, s'il n'y a pas de compétition pour te laisser t'exprimer, tu n'es personne. Bienvenue sur le TAP Podcast numéro 6 avec Mika, créateur des Affiliates Battle et directeur depuis 2016 maintenant. Jocelyn Chanet, owner de Vikings Training et sport manager des Affiliates Battle depuis 2022 si je dis pas de bêtises. Et Antoine Dumain, donc double champion d'étape 2024-2025 qui va aujourd'hui nous présenter le WOD de qualif des Affiliates. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Tout le sport, qu'est-ce que tu fais de ta vie? On veut tout savoir sur toi. Antoine Dumain, du coup j'ai 31 ans, je suis athlète à mi-temps et coach de CrossFit à plein temps. Donc j'ai deux casquettes, comme dirait l'autre. Je suis issu moi à la base d'un sport qui est le BMX. Je me suis reconverti dans le CrossFit à la toute fin 2017. Tu l'as découvert comment? Par internet. Moi à l'époque j'étais fan de bodybuilding. Donc bodybuilding des années 90-2000, je regardais pas mal de vidéos de ces mecs-là, donc Ronnie Coleman, Jay Cutler sur YouTube. C'était des trucs qui me faisaient un peu kiffer étant plus jeune. Et en fin de compte, de fil en aiguille, je suis tombé sur les vidéos des Games de 2013-2014, à l'époque où il y avait du Jason Khalipa, du Rich Froning, donc ce qui se rapprochait le plus du bodybuilding, mais dans le milieu du fitness fonctionnel. C'est vrai que Jason Khalipa se rapproche. Ouais, clairement, même encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où il y a des mecs qui ont des physiques hors normes, mais qui sont capables de tout faire, quoi. Ils sont capables de courir, sont capables de nager, lifter des barres. Enfin voilà, je trouvais ça génial. Et en fait, je me suis pris de passion pour ce truc-là, donc assez tôt, 2014. Et moi, à l'époque, j'étais encore en pôle France BMX. Après, j'ai fait quelques années encore de sport-études derrière. Et du coup, je suis venu au CrossFit que plus tard, mais c'est vrai que ça fait depuis 2014 où j'ai découvert ce truc à travers des images internet et où je me suis dit, ouais, c'est une révolution, quoi. Et le BMX, si tu peux revenir un petit peu dessus, à quel âge tu as commencé, combien de temps ça a duré et pourquoi tu as choisi un peu le parcours de sportif de haut niveau dans ce sport? BMX, j'ai commencé, j'avais 8 ans. Moi, je voulais faire du motocross à la base. Et mon père, il m'a dit, t'es gentil, mais le motocross, c'est un peu cher pour ce que c'est, entre guillemets. Et puis mes parents n'avaient pas du tout les moyens à l'époque. Il m'a dit, t'as 2 bras, 2 jambes, tu feras du BMX. Et moi, je savais pas ce que c'était. Donc, il m'a fait sauter un tremplin. Il n'y a pas de moteur. Le moteur, c'est les jambes, exactement. Et il m'a fait sauter un tremplin dans la cour de la ferme chez mes grands-parents. Et il m'a dit, c'est bon, t'es prêt pour faire du BMX. Bon, je dis, ok. Et le mercredi d'après, on était à mon premier entraînement. J'ai accroché tout de suite avec la discipline. Hyper fun, de l'adrénaline. Ça allait vite. Fallait faire des grands sauts avec son vélo. C'était vraiment très, très cool. Et 2 ans plus tard, j'ai dit à mes parents, moi, j'adore la compétition. Tout de suite, tout petit, j'ai été très compétiteur. Et je leur ai dit, je veux être meilleur dans ce sport, je veux devenir encore plus fort, comment on peut faire? Donc là, mes parents, ils se sont un peu creusé la tête, etc. Et à l'époque, il y avait très très peu de structures en France, et il y en avait une qui était à Saint-Étienne, qui était le premier sport-études qui a jamais existé en France, qui est encore une très très grosse structure de formation aujourd'hui. Et du coup, ils se sont renseignés pour savoir comment faire pour m'envoyer là-bas en sport-études. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais 10 ans, enfin, 9 ans et demi, 10 ans. Et il n'y avait pas d'internat à Saint-Étienne parce que la structure ne le permettait pas. Donc on était placé dans ce qu'ils appelaient des familles d'accueil, mais c'est pas famille d'accueil au sens qu'on le connaît aujourd'hui. On était placé en fait chez des familles soit de petits jeunes du club, soit des proches, etc. Donc c'était des gens qui étaient quand même très connectés au milieu du BMX. Et je suis parti là-bas, j'avais 10 ans, à 400 km de chez mes parents. Wow, c'est fou. Je rentrais en moyenne tous les 15 jours, 3 semaines, voire sur les périodes compétitives. Des fois, je rentrais même pas pendant 2-3 mois parce que les week-ends de compétition s'enchaînaient. Donc, je pouvais pas du tout rentrer à la maison. Et j'imagine que pour que ça fonctionne, c'était vraiment une deuxième famille, quoi. Ah ben, j'ai été élevé par des gens, quand on a débarqué là-bas, donc c'était des gens qui avaient 70-75 ans, qui étaient siciliens, qui parlaient français avec un bel accent sicilien. Et quand ils s'engueulaient entre eux, d'ailleurs, ils parlaient sicilien parce que ça allait vachement plus vite. Et qui m'ont adopté comme leur petit-fils.
Donc leurs petits-enfants à eux faisaient du BMX, donc ils étaient au club avec moi. Et pour vous dire, voilà, c'est des gens que j'appelais papy et mamie, moi. Ok. Donc c'était mes troisièmes grands-parents qui m'ont adopté pendant 3 ans, je suis resté chez eux. Et en fait, donc j'ai fait 6e, 5e, 4e là-bas. Et j'avais un parcours qui était... l'époque voulait qu'on fasse 8h midi, on était en cours. 13h, 15h, on était en cours. À 15h, il y a une navette qui venait nous récupérer au collège, qui nous emmenait à l'entraînement. À 15h30, on commençait l'entraînement jusqu'à 18h, 18h30. Et après, il fallait rentrer à la maison. Donc là, on rentrait tout seul. Donc moi, j'avais 45 minutes de bus pour rentrer. Ok. Je rappelle, j'étais en 6e, donc j'étais au comme la table. Je rentrais le soir 19h. Je mangeais du coup avec les grands-parents à l'étage. Je redescendais en bas de la maison, parce qu'ils avaient une maison sur 2 étages. Et après, tout le reste était en autonomie, parce que, encore une fois, ils parlaient sicilien. Ouais. Tout ce qui était devoir, c'était à moi de gérer. Je savais que si j'avais pas de bonnes notes à l'école, je pouvais pas, je ferais plus de BMX en fait. Je serais puni. Donc j'ai toujours, même à distance, à 400 km de chez mes parents, j'avais la télé dans la chambre, j'avais un petit téléphone portable à l'époque, parce que j'étais quand même très loin de chez moi. Donc il fallait tenir au courant mes parents de ce que je faisais, etc. Puis si j'avais une galère, il fallait pouvoir contacter. Et donc après, j'enchaînais avec mes devoirs. 21h30 au plus tard, j'étais couché. Et je respectais toutes les consignes à la lettre. Et j'ai fait ça pendant, du coup, sport-études. J'ai alterné entre sport-études, Pôle France, etc. pendant presque 10 ans. Ouais. Et du coup, tu avais 5 entraînements par semaine ou plus, même le samedi J'avais 5 à 6 entraînements semaine. Globalement, en 6e, j'étais déjà entre 20 et 25 heures d'entraînement semaine. Ok. Et vous faisiez déjà de la prépa physique à cet âge-là ou c'était essentiellement du spécifique sur vélo Non, c'était du light. Alors, on a de la prépa physique spécifique. Donc, tout ce qui concerne les changements de braquets, etc. Avoir des braquets ou plus gros ou plus petits pour travailler diverses qualités physiques, la force, la vélocité, etc. Et on avait déjà de la préparation physique intégrée. Alors, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des coachs qui étaient quand même assez calés en prépa physique et qui nous ont toujours fait faire que du poids de corps, en tout cas très jeune. J'ai commencé la musculation spécifique pour le BMX, j'avais 16 ans. Et j'ai souvenir, je crois que mon premier max au back squat, alors c'était du demi-squat, on était vraiment sur la parallèle, je crois que j'avais déjà fait 150 à l'époque. Ouais. Ok, en demi-squat. Ouais. Mais ça, tu m'en avais déjà parlé. Et du coup, après, on a évolué un petit peu dans le milieu de la prépa physique en BMX. On faisait beaucoup de squats, beaucoup de deadlifts, beaucoup de tirages, tout ce qui était pendlero, traction, parce que le BMX, c'est quand même beaucoup de tirages, assez peu de poussée au niveau des bras, donc très peu de bench. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en CrossFit, du coup, j'ai beaucoup de mal sur tout ce qui est push et que j'ai une cage thoracique qui est relativement fermée parce que j'ai passé 10 ans de ma vie avec les bras comme ça et à travailler beaucoup de tirages. Et on a déjà eu quelques notions d'haltérophilie parce que à l'époque, ça commençait à rentrer dans les mœurs. Il fallait travailler tout ce qui était snatch. En fait, si on regarde un départ de BMX sur la grille de départ, on peut retrouver en termes mécaniques, quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien, on retrouve à peu près les mêmes points d'appui entre le snatch et donc la première portion du snatch jusqu'au tirage, jusqu'au high pull et les 3 premiers coups de pédale de BMX. Quand tu regardes la sortie de grille de départ, c'est vraiment la même mécanique. Et en fait, il y a des mecs qui se sont dit, ok, il y a un mouvement d'haltérophilie olympique avec des charges qu'on peut transférer sur ce truc-là, comment on peut calibrer ça? Et au final, les premiers à avoir eu les méthodes d'entraînement les plus poussées, au-delà même des Américains, ça a été les Hollandais, qui ont eu la première équipe professionnelle de BMX en 2007. Ils étaient vraiment très avant-gardistes sur tout le monde. Ils ont eu 10 ans d'avance pendant bien 4-5 ans, avant que les autres se mettent à les rattraper. Et c'est les premiers à avoir intégré du clean et du snatch dans leur préparation physique. Et aujourd'hui, un BMXeur moyen, c'est 150 ou 160 au clean. Ouais. Et techniquement placé comme nous, ce qu'on fait en CrossFit. Okay. C'est des mecs, ça bouge vraiment, c'est cool. C'est beau à voir, ça bouge bien. Donc voilà, quand j'ai passé les portes d'une box de CrossFit pour la première fois, j'avais déjà beaucoup de notions de powerlifting, quelques-unes d'haltéro et un background cardio qui était déjà costaud. Donc, et vous faisiez du split squat ou ce genre de choses? On faisait pas mal, ouais, on faisait un petit peu de Bulgarian, on faisait un petit peu de pas mal de fentes, on faisait beaucoup. En fait, la préparation physique était vraiment globale. On essayait de renforcer tout parce que malgré tout, le gainage est aussi une grosse partie très très importante du BMX. Mais moi, je me souviens, mes premiers muscle-up, je les ai fait dans une salle de muscu, j'avais 17 ans parce que c'était rigolo. Entre 2 séries de squats avec les potes, on faisait des muscle-up à la barre parce que c'était rigolo et c'était joli à faire, quoi. Ouais. Donc, c'est là où, en fait, quand je suis arrivé dans une salle de CrossFit, il y a beaucoup de choses qui ne m'étaient pas étrangères. Et du coup, ça a accéléré un peu le process de progression derrière. Forcément, ça m'a posé déjà des bases. Quand je suis rentré dans une salle de CrossFit, je snatchais déjà 70 kilos. J'avais un clean à 110 ou 120 kilos. Donc ça, c'est quelle année à peu près tes débuts en CrossFit? Tu l'as dit fin 2017. Ouais. Et en fait, j'avais déjà un back squat à 200, j'avais déjà un deadlift à 200. Il y a des trucs que je maîtrisais déjà. Donc là, c'était back squat complet. Back squat complet, ouais. Ok. Et
Et donc forcément, ça a été exponentiel sur cette progression-là. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à la gym, parce que j'étais très mauvais. Forcément, tu t'intéresses pas aux trucs auxquels t'es pas bon. Et tout ce qui était ergo, tout ça, t'étais déjà quand même bon ou t'as fait beaucoup de tirages, t'as dit, du vélo forcément. Rameur, j'étais bien. Skier, j'étais un peu moins fan parce que la mécanique me plaisait moins. Et l'éco-bike, pour moi, n'a jamais été un problème. Alors, je fais pas partie des tout meilleurs en termes de puissance. Par contre, en termes de longévité dans l'effort, je sais que je vais pouvoir durer un petit peu. Je sais que sur les workouts, déjà à l'époque, je tournais déjà entre 70 et 75 RPM, donc entre 350 et 400 watts, sans trop de difficultés, quoi. C'était quelque chose qui m'était vraiment pas du tout étranger. Et je me souviens qu'on m'avait déjà fait des réflexions sur le sujet en disant « mais c'est pas possible, t'as déjà fait du crossfit ». Je disais non, je transfère ce que je connais déjà, mais j'ai jamais fait de crossfit, quoi. Donc c'était cool. Mais ce qui est beau à voir, tu vois, c'est que ceux qui ont réussi quand même à une certaine échelle dans ce sport, ça reste des gens qui ont fait du sport de haut niveau avant. On a eu Vico l'année dernière avec la gymnastique. Oui. On a Antoine avec d'autres aspects du fitness. Et puis aussi tout l'aspect partir plus tôt, avoir déjà une discipline à l'entraînement, une gestion du quotidien. Et ça reste un sport qui est assez volumineux. Donc mieux tu gères ta semaine, ton environnement, plus tu gagnes du temps, quoi. Donc, il a été préparé jeune à l'effort quand même. Là, j'ai en 6e déjà. Il me semble que Vico, c'était 12 ans, je crois, qu'il était parti. Ouais, mais c'est ça, c'est 6e, 5e. Avec le recul, j'avais fait la réflexion à ma mère en 2012-2013, quand je suis parti en Pôle France, j'avais déjà 18-19 ans. Et je me souviens d'avoir croisé des petits gymnastes qui étaient en 6e et d'avoir dit à ma mère, mais c'est incroyable, ces parents qui laissent partir leurs gamins des Pôles France. Et ma mère était au téléphone, elle me dit, mais tu te rappelles pas à quel âge t'es parti de la maison? Et je dis, la vache. Et en fait, c'est ce jour-là où je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était un petit peu hors norme et que mes parents, ce qu'ils ont fait, c'était hors norme. Moi, je connais plein de parents qui, aujourd'hui, avec le recul, me disent, mais moi, en 6e, il était hors de question que mes enfants partent à 400 km de la maison. J'ai des gens qui ne connaissent pas. Parce que fondamentalement, on les avait vus 3 fois pour, entre guillemets, des histoires d'acclimatation, savoir si le contact était bon avec mes parents, avec moi, etc. Mais t'envoies ton enfant quand même à l'autre bout de la France. Tu le revois que toutes les 3 semaines. Et tu le places chez des gens que tu ne connais pas. Ou que très peu. Donc, en fait, là, tous les parents qui vont écouter le podcast, ils vont dire, mais ils sont marteaux. Mais tu as dû acquérir une maturité aussi intéressante, en tout cas, pour arriver après à avoir ce haut niveau que tu as. Tu vois, je pense que c'est assez lié, tout ça. Ouais, ça forge. Ce qui est intéressant, même Yelle Hosteux aussi, c'était beaucoup de judo avant. Il me semble qu'il avait déjà été champion de Belgique. Et Pablo, c'était du judo aussi pendant 7 ans. Donc voilà, en fait, ça vous donne... c'est des expériences. C'est des institutions, en fait, qui amènent certaines valeurs. Beaucoup de rigueur. Et je ne sais pas si le CrossFit à lui-même, là, à l'heure actuelle, quand un gamin commence dans une salle, sauf s'il a la chance d'être avec des honneurs et des coachs qui ont certaines valeurs, etc. Mais je veux dire, tu es beaucoup plus exposé à te faire ta propre image du sport. Bien sûr. Tu vois, tu es peut-être moins encadré que dans certaines institutions. Alors, c'est différent parce que le CrossFit, aujourd'hui, chez les très jeunes et chez les teens, alors sauf que quelques exceptions, par exemple, ce que tu as fait avec Pablo, mais on est beaucoup plus dans du sport plaisir et on a du mal à comprendre que les enfants peuvent faire du sport de haut niveau très jeune. Moi, ce que j'ai fait en BMX, aujourd'hui, si tu le transfères sur un gamin qui fait du CrossFit, je pense que tu te fais... Sur les réseaux sociaux, tu vas te faire allumer. Tu te fais dire, mais les parents, c'est des malades, ils vont l'assassiner, il va faire 1m12, à 12 ans, il aura plus de hanches et machin, alors qu'en fin de compte, ça revient au même. À partir du moment où l'entraînement est calibré, contrôlé, et où effectivement les temps de récup sont alignés, qu'il y a un process derrière, un suivi physique, psychologique des enfants, parce que ça reste quand même très très important. Il n'y a pas de raison que le CrossFit aujourd'hui... moi, je pense que c'est ce qui me manque. Alors, c'est un sport business, donc c'est différent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune structure en France, ou peu, qui s'apparente à ce que j'ai vécu dans le BMX. De sport-études ou de Pôle France, etc., de centres de performance, il y en a peu. Ça commence à voir le jour, mais il y en a assez peu. Non, ce qu'il faut, c'est juste les accompagner dans ce qu'ils ont vraiment envie de réaliser, tout en les protégeant de peut-être des fois de leur manque d'expérience et de maturité sur certains sujets quand ils veulent aller trop vite, quoi. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'institution, donc tu peux plus vite te brûler les ailes dans le CrossFit, surtout avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Ça reste un sport qui est soumis à des charges externes, donc qui forcément... le BMX, pour reprendre mon exemple, c'est un sport où il y a assez peu, en termes squelettiques, il y a assez peu de charges. Tu prends des vibrations, bon, il y a des chutes, les poignets, tout ça. Si j'ai les poignets qui sifflent un peu, les chevilles aussi, enfin voilà, il y a toujours des petites séquelles, etc. De toute façon, le sport performance n'est pas du sport santé et quelque part, tu payes toujours la note à la sortie. Mais t'as pas cette charge sur tout ce qui va être musculo-squelettique, etc., qui est un petit peu différente et je pense que c'est pour ça que le point de vue des gens diffère aussi sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on aura plus de mal à mettre un gamin de 12 ans à se dire on le met dans un centre de performance CrossFit
Et là, tout de suite, les gens vont dire mais il va soulever des barres toute la journée, il va mourir. Mais tu vois, ce qui est bien d'un autre côté dans le CrossFit, c'est que tu as moins la pression de réussir à tel âge. Alors que quand tu rentres Oui. dans des sports études ou autres, si tu réussis pas à tel âge, tu es déjà en retard. Genre, je sais pas, une gamine en gymnastique, si à 13-14 ans, elle n'a pas performé, c'est Ouais, on va presque lui dire fini. c'est Quoi. mort, ouais, on va lui dire c'est mort. Voilà. Alors qui est que c'est faux. vrai qu'en CrossFit, du coup, tu n'as pas d'institution, mais à côté, si tu as quelqu'un qui est bienveillant avec toi, tu peux Bien sûr. plus ou moins répartir ça Bien sur sûr. le long terme. Quoi. Et c'est vrai que c'est la différence aussi fondamentale du CrossFit, mais c'est vrai que dans ces pôles d'excellence, si jeune, tu émerges pas, on va te dire tu sais, ça risque d'être compliqué pour toi derrière, tu C'est la risquerais sélection de... naturelle. Quoi. Alors qu'en fin de compte, moi, dans ce sport-là, j'ai émergé assez tard. J'ai été bon très jeune. Mon année de 6e, je me souviens, en sport-études, je finis 2e de la Coupe de France. Je vais au championnat de France, je vais au championnat d'Europe. Je vais pas au championnat du monde parce qu'à l'époque, c'était au Brésil. Mes parents n'avaient pas les moyens financiers de m'emmener au Brésil. La conjoncture géopolitique au Brésil, c'était un peu chaud. C'était à Rio, ça tirait un peu dans tous les sens, etc. C'était un peu compliqué. Mais sinon, je serais allé au championnat du monde. Le fait est que derrière, j'ai eu une période de trou qui a duré peut-être 3 ou 4 ans où on se disait, c'est mort en fait, il ne repercera plus. Et en fin de compte, arrivé à 15, 16, 17 ans, j'ai intégré une autre structure, j'ai découvert un nouveau coach qui avait des méthodes d'entraînement qui étaient différentes. Et au final, j'ai vraiment émergé dans le sport à 17, 18 ans. Et au final, j'ai pas duré dans le sport parce que je me suis blessé, j'avais besoin de faire autre chose, de voir autre chose, etc. Mais j'ai émergé assez tardivement dans le sport et aujourd'hui, on le voit, le champion olympique, il a 33 ans. Et il souhaite prolonger jusqu'à LA 2028, donc il en aura 37. Ouais. Sylvain, qui fait médaille d'argent, si je dis pas de bêtises, il a 1 an de moins que Joris, donc il en a 32. Et Romain, il a 1 an de moins que moi, donc il a 30 ans. Et en fait, tu te rends compte que les mecs, ils arrivent à la trentaine et ils sont dans la force de l'âge. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas de justesse là-dessus. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire ah ouais, lui, il va avoir du potentiel. Et moi, je me souviens de mecs de mon âge qui ont grandi très vite, très tôt, qui étaient très forts et à qui on promettait des années et des années de domination. Et en fait, ils ont grandi très vite. Sauf qu'à 15-16 ans, la croissance s'est équilibrée. Et en fait, ils ont disparu dans le paysage du sport. Parce qu'ils n'arrivaient plus à... Ils n'arrivaient pas à concevoir que les autres, ils étaient au même niveau physique et que du coup, il fallait faire des différences sur autre chose. Et du coup, c'est très compliqué à vivre pour des enfants, ou en plus, dans des petits sports où la préparation mentale n'est pas forcément optimale, ça peut être difficile à vivre. Ouais. Et moi, la question que j'avais aussi pour toi sur le BMX, pour revenir un petit peu et faire un lien avec le CrossFit, c'est vrai qu'on stresse avant une compétition de CrossFit au démarrage, mais au final, chacun est dans sa ligne. Alors que là, j'ai regardé un petit peu, du coup, il y a eu les JO, et puis après, je savais que tu venais, donc j'ai regardé quelques départs. Et vous êtes 8 en principe au départ ? Toujours 8, plus ou moins. Alors, ça dépend du nombre d'inscrits. Aux Jeux Olympiques, c'est 8 parce que, si je dis pas de conneries, il y a 32 qualifiés chez les hommes, 32 chez les femmes. Donc, tu as les manches qualificatives, les demi-finales et la finale. Tu es toujours 8 sur la grille de départ. Et à partir du moment où la grille s'abaisse, c'est chacun pour sa peau. Ça. Et c'est un et vrai là, sport de confrontation. Voilà, il faut vraiment que tu fasses ta place. Je sais pas si vous pouvez tomber ou si à quel point ça joue en fait le départ, j'imagine, énorme. Alors le départ, ça va être 50-60% de ta course parce que si tu arrives tout de suite à prendre le pli sur le reste et que tu es devant, c'est toi entre guillemets qui est en contrôle. Maintenant, ça reste un sport de confrontation, ça reste un sport qui a une part mécanique. Donc en fait, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Tu peux avoir, moi ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, les places qualificatives c'est de 1 à 4 pour passer au tour d'après, pour faire très court et très grosso modo. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'être 2, 3e ou 4e. Et que tu as soit le mec devant toi qui se bûche et du coup tu tombes avec lui et ta qualification s'envole, alors que toi, tu n'as pas fait d'erreur de pilotage. C'est pas dans ton contrôle. Quoi. Ou tu as un mec qui est derrière, qui arrive un poil plus fort, qui se dit « Oh là, ça va passer ». En fait, ça passe pas du tout. Carambolage, et en fait, ta qualification, elle s'envole aussi. Mais c'est vrai, quand on vous voit partir, là, on s'imagine pas que vous allez tous rester debout jusqu'à la fin. Il faut le vivre en plus pour voir à quel point ça va vite, à quel point le traitement d'information à la milliseconde, il est important. La dimension technique, le passage de boss, que la télé écrase tout. Mais il faut savoir qu'en BMX, la butte de départ, elle a 8 mètres de haut. Et sur les 60 premiers mètres, sur les 10 premiers mètres, pardon, tu passes de 0 à 60 km/h. Ouais. Parce que la butte de départ, elle est donc 8 mètres de haut et je crois qu'elle fait, je ne vais pas dire de conneries, mais il y a quasiment 20% d'inclinaison. Et en fait, sur les 10 premiers mètres, tu prends 60 km/h. Le premier saut fait en moyenne entre 10 et 12 mètres. Donc quand tu as 2 mecs qui ont fait ça devant toi, tu es à 60 km/h et tu dois prendre un saut de 12 mètres et ta roue avant, elle est coincée dans ça, faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc le traitement d'information est vraiment très compliqué. C'est un sport où il y a beaucoup de paramètres et c'est ce qui le rend parfois un petit peu ingrat. C'est là où je ne me retrouvais plus, où je me retrouve aujourd'hui dans le CrossFit. C'est que le CrossFit, je mets des guillemets, mais tout dépend de toi et toi-même. Le BMX, malheureusement, il y a certains aspects mécaniques. Il peut y avoir une crevaison, une casse,
divers problèmes. Tu peux avoir un mec qui tombe devant toi, il y a 50 000 raisons que ta course, elle se termine pas. Et est-ce que ça t'a donné un avantage déjà pour la gestion un peu du stress Bien sur sûr. les compétitions de CrossFit? Le CrossFit, c'est ce que je répète toujours, c'est très simple. Le CrossFit, c'est très simple, d'une part parce que c'est un sport qui est fun, le renouveau est constant, donc tu t'ennuies pas, t'as toujours de la musique, t'as toujours des gens qui te crient dessus, c'est vraiment facile de ce point de vue-là. Et d'autant plus que tu es seul aux commandes de ce qui se passe sur ton WOD. C'est toi qui décides de ta vitesse d'exécution, c'est toi qui décides de tes déplacements, c'est toi qui décides de ton temps de récupération avant de retourner sur ton exercice. Bien sûr, tu es soumis à des pressions extérieures, mais c'est à toi de décider si tu les prends en compte ou non. En BMX, malheureusement, il y a un nombre de paramètres incalculables dont tu n'es pas responsable qui peuvent impacter ta course. Et de là, moi, j'ai toujours trouvé le CrossFit très simple, puisqu'en fait, vraiment, tu n'as à gérer que ce qui se passe T'es entre seul dans toi, le game, quoi. C'est avec toi-même. Hein. ta barre, ton juge parfois de temps à autre sur lesquels il peut y avoir des désaccords, mais on est tous humains. Et du coup, j'ai trouvé toujours ça très simple en comparaison du BMX, pour le coup, sur ce point de vue-là. Très bien. Ok, du coup. Et cette gestion du stress dont tu parlais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu te vois dans la compétition, dans les Affiliates Battle 2025? Comment est-ce que tu stressais? Est-ce que tu étais confiant? Est-ce que tu étais un petit peu détaché? C'est quoi la vision interne à la compétition? Déjà, Moi, je sais pas si, excuse-moi Antoine, vas-y. on l'a rappelé, mais si on l'a peut-être dit au début, mais t'es double vainqueur des Affiliate Battle 2024 et 2025. Pour l'instant. Et si tu les avais fait en indiv en 2023, tu les aurais gagnés ou... Ah, Stéphane a été très très fort cette année-là. C'est Steph qui avait gagné, il avait été vraiment. Il avait gagné les Tab, les Il Marseille. avait fait une très très grosse année. Et les Candas, je crois. Si Oui. je dis pas de bêtises. Ou, non, c'était Je sais plus. Thomas. C'est qui avait Oui, gagné oui, oui, Il c'est fait vrai. podium au Candas aussi. Il avait fait une très grosse année, Steph. Pour revenir à la question, je suis un peu détaché de tout ça, entre guillemets. Alors, j'accorde beaucoup d'importance à ce que je fais, mais je pars du principe que rien ne nous appartient et que quand tu gagnes un titre, tôt ou tard, la seule certitude que tu as, c'est que ce titre, tu vas le perdre. Soit parce que tu t'arrêtes, soit parce qu'il y a quelqu'un qui te bat, soit pour X ou Y raison, tu sais que de toute façon, à partir du moment où tu as gagné un truc, Ouais. t'es voué à le Tu peux perdre. pas faire mieux. Donc, ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut accepter les règles. Si tu n'acceptes pas, tu te retires. Donc, je suis un petit peu détaché de tout ça. Maintenant, je suis un compétiteur dans l'âme. Et forcément, quand je viens pour défendre mon titre, ma seule target, c'est de le conserver. Donc, ouais, il y avait du stress parce que t'as beau travailler aussi dur que tu peux, plus l'échéance approche, plus tu te dis « Ah, ça, j'aurais pu mieux faire. Ah, ça, est-ce que j'ai été assez bon dans mes intensités? Est-ce que j'ai été... » Tu te poses 3 millions de questions. Mais moi, j'ai cette faculté à me poser les questions avant et à avoir l'expérience de la compétition. Par exemple, j'ai fait 2 semi-finals et mes 2 semi-finals pendant les 3 semaines avant les compètes, physiquement à plat, pas de sensation sur mes barres, pas de sensation sur mes workouts. Vraiment, je vivais des enfers et je disais à mon coach, je disais à Alex, en fait, ça sert à rien qu'on y aille, quoi. Je vais être ridicule, je vais me faire rouler dessus, c'est naze. Et en fait, j'ai appris après coup que c'est un petit peu ma manière de fonctionner. Dans les semaines avant les compètes, je me sens parfois un peu moins bien, etc. Et en fait, le jour J, je fais abstraction de tout ça et le seul truc qui compte, c'est ce qui se passe sur l'instant. Moi, j'ai vraiment cette capacité à, voilà, quand il y a le 10 qui démarre, mon cerveau, il s'éteint et je suis focalisé sur la tâche à accomplir et il n'y a plus rien autour. Donc, ouais, il y a de la pression parce qu'il y a de l'enjeu, malgré tout. Il commence à y avoir des très grosses sommes d'argent à gagner qui peuvent impacter quand même ton année. Les résultats, bah forcément, quand tu viens au table, c'est une compétition qui commence à être très réputée, que les sponsors commencent à regarder aussi. Donc, ça impacte de ce point de vue-là. Ça impacte parce que quand tu, excusez-moi des mots, mais que tu te casses le cul 365 jours par an, t'arrives le jour J, t'as envie que le travail que t'as fait il soit rémunéré à la hauteur de l'investissement que tu y as mis. Donc il y a plein de facteurs, mais c'est la beauté du sport, c'est les émotions. Tu viens pour vivre des émotions, après tu gagnes, c'est le plus. Tu gagnes pas, moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu as donné 100% de ce que tu avais, si ça marche, c'est le plus. Si ça marche pas, quel regret tu as à avoir quand tu as tout donné? Quand tu as été au bout de tes capacités, au bout de tes convictions, ça ne fonctionne pas. Quel regret tu peux avoir? La réponse, c'est toujours la même, c'est aucun. Et moi, souvent, quand j'encadre des gens qui sont en compète, ils me disent « Tu te rends compte là, il y a de l'enjeu, il y a du truc, machin. » Je dis là, si tu te craques, t'as un toit sur la tête ce soir, quand tu rentres à la maison. T'as à manger dans ton frigo. Ouais. C'est quoi le problème? Faut arriver à dézoomer. Tu vois? C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est là où c'est simple à gérer. C'est que mes résultats ne vont pas impacter ma vie de tous les jours. Ils vont le faire indirectement, il y aura des répercussions, etc. Il y a toujours du plus, du moins, mais tu rentres chez toi, tes parents, ils sont toujours fiers de toi, ils t'aiment toujours. T'as toujours un toit sur la tête, t'as toujours à manger, t'as toujours un lit pour dormir. Partant de là, t'as le principal, le reste après, c'est du bonus, quoi. Et est-ce que tu as eu l'impression de gérer à quelque chose près
l'étape 2025 comme l'étape 2024? T'as eu quoi comme différence de sensation Alors, entre les deux? Je suis plus Avec la fier même de, finalité. je suis plus fier de ma gestion de 2025 parce que mon départ a été un peu plus compliqué. 2024, je gagne le WOD 1, je fais deuxième du WOD 2, je pars, j'ai tout de suite 40-45 points d'avance. Mon week-end, il commence, il est super confortable. Derrière, ça déroule. Je crois que je finis le week-end avec 60 points d'avance, en sachant que sur le dernier WOD, vraiment, je déroule, mais sans me prendre la tête. Donc vraiment, mon week-end a été très confortable. J'étais dans l'exécution, j'ai pas été stressé du tout. De A à Z, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. 2025, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, dans une dimension différente, parce que mon week-end, il commence beaucoup plus mal. Je commence 14e ou 15e place sur le WOD 1. Donc, je prends un plomb d'entrée de jeu. Je grille mon joker tout de suite. Derrière, il y a le WOD 2. WOD 2, je fais un très bon résultat. Malheureusement, annulation du score. C'est juste pour tout le monde. Le score est le même pour tout le monde, on remet à 0. Mais ça te laisse une manœuvre de moins. C'est un pourcentage de chance supplémentaire de remonter au classement qui disparaît. Donc forcément, là, je me dis, waouh, putain, ça s'accumule, quoi. Donc là, on finit le vendredi soir, pardon. Je me dis, il me reste 2 jours, il me reste 6 WOD. Et en fait, je suis loin, quoi. Je suis vraiment loin. Vraiment loin. Je suis à la 15e place. Va falloir cartonner. Quand je regarde théoriquement sur papier les WOD restants, je me dis, il y en a quand même pas mal qui sont pas forcément à l'avantage de mon fitness. Comment ça va dérouler? Au final, le lendemain, WOD ski, toast to bar, carry, handstand push-up. Moi, le handstand push-up, ça fait des années que je prends des cartons sur ces WOD-là et où je finis fond de classement. Qui a un volume de 10 reps ou un volume de 60 reps, le résultat est le même. Au final, le lendemain, je gagne le workout. Avec le carry où t'as bien le carry où j'ai vraiment pris, c'est là où j'ai vraiment réussi à prendre de l'avance, qui était une dominante carry ski erg, il y avait quand même beaucoup de calories, beaucoup de carry. Mais t'as breaké comment les wall facing HSPU? J'ai fait la plus grosse série possible, je me suis dit tant pis, je joue mon va-tout, je fais la plus grosse série possible, je crois que je fais 16 et je finis les reps après, je fais 16 et il y avait 22 reps. Ouais, donc c'est ça, je fais 16 reps et je finis le reste derrière. Donc assez surpris, au final, je vois que la plupart des mecs ont fait unbroken, ils sont remontés un petit peu, mais pas tant que ça. J'arrive à ressortir quand même en tête à ce moment-là. Et en fait, quand je sors en tête à ce moment-là, je me dis, ok, je sais que c'est pas gagné, mais il y a un plus. Au final, je gagne ce workout-là. Et au moment où je gagne, je me dis, ok, il y a un truc à faire. Ah, pour le mindset, ça devait être génial. Refait. C'est du refait. Ouais. Je pense que c'est le WOD duquel je suis peut-être le plus fier du week-end, alors que c'est pas forcément le WOD que j'ai préféré, mais c'est certainement le WOD dont je suis le plus fier. À quelque chose près avec le WOD gestion de la rampe. Ouais, avec ma gestion de la rampe, parce que c'est vraiment mes deux bêtes noires. Et en fin de compte, je finis premier sur un WOD où, en temps normal, je finis milieu ou fin de classement. Donc là, je sors du WOD, je regarde Alex et je lui dis, mais gros, qu'est-ce qui se passe? Génial, en fait. Derrière, il y a le snatch, je prends 3e place. Je dis, ok, là, ça commence à remonter. Je crois que je remonte 3 ou 4 au classement. Et le WOD du soir où je regagne une nouvelle fois. Et là, je me retrouve sur les KB thrusters. Ouais, où j'étais vraiment en zone de warm-up, j'étais vraiment et tu fais pas à l'aise. Les ring muscle up unbroken. Ouais. Et j'étais pas à l'aise du tout en zone de warm-up. Bon, je me dis, vamos, et on verra, quoi, advienne que pourra. Et au final, sur le floor, avec l'adrénaline et tout, ça déroule. Donc, trop bien. Je gagne le workout. Et là, je me dis, waouh, je finis du coup la 2e journée en tête. Je me dis, je passe de 15 à 1. Je me dis, ok, il reste une journée. Et forcément, le lendemain. Là, juste, t'avais combien de points d'avance à la fin du samedi? 15-20, je crois. 15-20. Quelque chose comme ça, donc une petite marge, mais pas non plus une énorme, pour pas un énorme coussin. Je suis serein, demain il paraît. Ouais, voilà. Le lendemain, premier WOD handstand walk, WOD d'après GHD. Truc où vraiment, GHD ça va, je survis, mais j'excelle pas. Et handstand walk, ça m'a coûté une place aux Games. Ça m'a coûté un nombre incalculable de places dans toutes les compètes que j'ai fait. Et au final, je termine 2e derrière Rome, juste derrière lui, alors que Romain est clairement très très bon en handstand walk, super bon sur les DU. Il a déroulé ses back squats et ses chargements de barre où il a été beaucoup plus rapide que moi. Et en fin de compte, je fais 2e de ce WOD-là. Je me dis, bon ok, Romain me reprend quelques points. Et non, j'avais moins de points d'avance que ça parce que Romain, après ce WOD-là, avait 2 points de retard au classement, avant le WOD des GHD. Et donc je me dis, ok, 2e place sur du handstand walk, pareil, je pense que première fois que ça m'arrive, tu vois, donc refait. Et puis après, il y a le fameux WOD avec les GHD où là, c'est de toute façon, la stratégie était simple. Celui qui allait prendre le pas sur l'autre sur ce WOD-là avec Romain aurait un avantage psychologique pour la finale. C'est toujours plus simple
quand t'es le chassé, entre guillemets, parce que tu sais que t'as juste à surveiller ce que fait l'autre. Et bon, bah après, l'histoire, on la connaît. Romain a tenté le tout pour le tout. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui est le plus drôle, c'est que le WOD s'appelle Never Fold. Ne te couche jamais. Ouais, c'est ouais. vraiment du poker. Ouais. Et pour le coup, Romain a fait du poker. Mais il m'a fait très peur. Il m'a fait très peur. Je disais à Guillaume tout à l'heure, parce que malgré tout, bah, t'as un cash prize à 10 000 euros. C'est énorme. Et t'as beau te dire, je me focalise sur ce que j'ai à faire, il y a une petite voix dans ta tête. Quand tu commences, tu vois, je vois Romain qui commence à me prendre des reps. Et dans ma tête, je me dis, putain, il y a quand même 4 000 ou 5 000 balles de différence, là, frérot. Là, si tu ratais chest to bar, t'as plus envie d'en faire pendant 3 mois. Quoi. Fais chier, quoi, tu vois. Fais chier, merde. Puis bon, mon titre, enfin, tu sais, t'as les deux. Tu te dis, putain, bien sûr. je me suis battu jusque-là. Et en fait, au moment où je retourne sur les chest to bar, sur la dernière série, je suis vraiment en souffrance. J'essaie de pas le montrer, mais je suis vraiment en souffrance. Et en fait, le langage corporel de Romain l'a un peu trahi à ce moment-là. Il traînait un peu des pieds pour retourner à la barre. Et j'ai vu qu'il soufflait fort. Et là, je me suis dit, bon, bah, faut pousser sur les reps. Je le vois descendre de la barre, alors que moi, je suis toujours sur ma première série. Je me dis, bon, bah, j'essaie de pousser quelques reps supplémentaires pour prendre un peu d'avance. Je respire, je relâche, j'y retourne, je fais ma dernière série, je fonce à la ligne d'arrivée. Et en fait, c'est au moment où j'arrive sur la ligne que je me retourne et que je vois que Romain est toujours les 2 mains sur les genoux. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être un petit truc qui s'est passé. Et en fin de compte, bah, lui, il prend 20e place, je crois, sur le WOD parce que bah, il a tenté. Et respect parce que je sais pas si j'aurais eu les coronesses d'y aller comme il y a été. En sachant qu'en plus, lui non plus n'aime pas les GHD, pas forcément le plus à l'aise sur les co-bikes. Il a quand même terminé en keeping chest to bar. Ouais, mais c'est pour te dire à quel point il a été puisé dans ses ressources et à quel point il s'est dit de toute façon, il savait que ça se jouait plus ou moins ici. Ou en tout cas, lui, il a tenté son coup de poker ici. Et il s'est dit, il faut que j'y aille maintenant. Parce qu'il a vu aussi, je pense, par défaut, que j'étais un peu en retrait sur ce WOD-là, même si ça a été un peu ma stratégie tout le week-end de partir un peu en retrait par rapport aux autres, de me focaliser uniquement sur mon pace et de rattraper au fur et à mesure des WODs, ce qui a plutôt bien payé sur les 2 premiers jours. Et en fait, il l'a tenté. Énorme respect, encore une fois, parce que je sais pas si j'aurais eu le courage de me jeter dans la bagarre comme lui il y a été, parce que franchement, il a été vraiment puisé loin dans ses réserves. Si les gens se rendent compte de l'impact que ça peut avoir quand tu es en train de WODer. Et Romain, il se rend compte que c'est presque terminé la compétition à ce moment-là. Donc là, presque, il a envie d'arrêter le WOD et là, t'as envie de rentrer. Signer la feuille. Et t'as envie de rentrer. C'est pour ça qu'il n'arrive plus à trouver l'énergie derrière, tu vois, pour faire des chests. Après, il a fait un truc, je le dis là, j'espère que ça lui servira, s'il regarde le podcast, j'espère que ça lui servira dans les années à venir. La leçon d'Antoine Dumas. Non, il est un peu plus jeune que moi. Non, pas du tout. C'est dans son langage corporel. Et 2, après, il y a beaucoup de respect entre Romain et moi, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un très bel athlète. Voilà. Il est venu me voir après le WOD, on s'est pris dans les bras parce que c'était malgré tout, c'était une guerre, c'était une vraie guerre, et il m'a dit « bien joué ». Mais il reste un WOD. Et je n'ai que 12 points d'avance. 12 ou 15. T'en avais 20-25, je crois, à ce moment-là. Peut-être, je sais plus. Mais toujours est-il que tu ne sais pas, sur le dernier WOD, il y a encore un truc à jouer. Et en fait, au moment où il vient me prendre dans ses bras, il me dit bien joué, je me dis il a abandonné. Il a quitté, ça y est. Alors. Mais moi, c'est ce que j'apprécie aussi chez Romain, c'est qu'il livre. Il est transparent. Il est transparent. Puis là, je pense que vraiment, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même sur les réseaux sociaux le soir. Il a dit j'ai tout tenté. Il s'est vidé, quoi, complètement. Il a été au bout de ce qu'il avait. Et voilà, mais effectivement, il me serre dans ses bras et il me dit bien joué. Et je me dis, à ce moment-là, tu ne peux pas me dire ça. Il reste encore un WOD. Oui, il y a des points d'écart, mais tout est envisageable. On ne sait pas combien il y a de mecs qui peuvent se mettre entre lui et moi. Une blessure, peu importe, tant que c'est pas fini. On m'a toujours dit, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et en fait, au moment où il me dit ça, moi j'ai un espèce de poids qui est parti, où je me dis, ok, il a quitté le navire, quoi. Il s'est dit, ça y est, là, de toute façon, il l'a pris. Alors, peut-être que lui, c'est pas dans le sens où il me l'a dit. Ouais, lui, c'était peut-être juste pour parler du WOD. Mais l'impact psychologique que ça a eu sur moi, en fait, ça m'a laissé débrider. Puis forcément, après, sur le dernier WOD, j'avais une marge de manœuvre. Donc moi, en plus, j'avais la place confort, c'est-à-dire que j'avais Steven à ma gauche, Romain à ma droite, et je savais que j'avais juste à suivre leur rythme. Et que de toute façon, les mecs derrière, ils pouvaient me mettre 5-6 places. Ils avaient trop de points de retard pour me prendre la place. Donc moi, j'ai juste eu à dérouler mon WOD et à profiter. En vrai, sur ce WOD-là, j'avais même pas l'intention de le gagner comme l'année d'avant. En fin de compte, j'ai juste envie de profiter de l'instant. Parce que, encore une fois, rien ne nous appartient. Dans 2 ans, tout le monde aura oublié qu'Antoine Dumas, il a fait un doublé aux Affiliate Battle. Et en vrai, c'est très bien comme ça. Mais moi, j'avais juste envie de profiter ces 3 jours de compétition qui sont hyper intenses.
où tu as des moments de stress, tu as des moments de tension, tu partages des moments avec tes proches. Tu vis pas. T'es dans l'exécution, t'es pas en train de vivre le moment comme tu pourrais le vivre pour de bon. Et en fin de compte, sur ces 2 mots de finale là, que ce soit 2024 ou 2025, t'as juste envie de regarder un peu ce qui se passe autour. Alors même si c'est des sprints et que tu peux pas en profiter des masses, mais t'as envie de te dire là, ça y est, j'ai fait le job. Je contrôle un peu ce qui se passe à gauche, à droite, pour aller chercher ce pourquoi j'ai travaillé tout le week-end et toute l'année, parce qu'au-delà du week-end, c'est une année. Et en fait, t'as juste envie de kiffer un peu, et quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est le vrai feu d'artifice, quoi. C'est un truc de fou. Et tu vois, je fais une parenthèse, mais ces émotions-là que tu parles, Antoine, tu vois, c'est ça qui est génial avec les FIS Battle ou même d'autres compétitions, peu importe, mais c'est ce que j'aime apporter, parce que ce que tu viens de dire là, en vrai, tu vois, il y a certains, ils peuvent avoir des frissons à ce moment-là. Enfin, ce que tu racontes, ou Bien sûr. toi, t'as vécu ça, mais d'autres ont vécu plein d'autres choses dans cette compétition. Et ils sont peut-être à Noël raconter ça aussi à d'autres personnes. Tu sais ce qui m'est arrivé, voilà, j'ai vécu ci ou ça. Et c'est ça qu'on apporte avec une compète de ce nom-là ou de cette renommée-là aujourd'hui. Et je suis très, très heureux qu'on fasse partie de ça et qu'on puisse apporter ça. Et mais en vrai, vous pouvez être très, très fier. Et j'ai envie de dire aujourd'hui à tous les gens qui font de la compétition, au-delà de viser les résultats, la visibilité, peu importe, c'est déjà de donner du crédit aux gens qui nous permettent, que ce soit vous ou les autres compétitions en France, il faut donner du crédit aux gens qui permettent aux athlètes de s'exprimer. Aujourd'hui, tu peux être le meilleur athlète au monde, s'il n'y a pas de compétition pour te laisser t'exprimer, tu n'es personne. Donc déjà, ça c'est un point qui est très 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 important à mes yeux. Et après, que tu sois le meilleur athlète au monde ou que tu sois un athlète d'un autre niveau, les émotions. Mais oui, c'est ça. Enfin, le reste, les résultats, ça s'en va, les médailles, ça s'en va, et de toute façon, personne ne s'en souvient. Il faut partir de ce principe-là. Ouais. C'est que personne, à part un mec comme Froning, un mec comme Fraser, et encore qu'aujourd'hui, tu parles d'un Froning dans les box de CrossFit. Oui, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ah ouais, c'est un mec, il est connu, lui, non? Tu vois, et tu te dis, le mec, c'est quand même 4 fois vainqueur en individuel, je sais plus combien de fois en team. Enfin, le mec, en termes de titre, il n'y a personne au-dessus. Oui. Donc réellement, voilà, ce qu'il faut prendre, ce sont ces moments-là. Les émotions. Peu importe ton niveau, en fait. Bien sûr. Tu vas te qualifier et devenir, c'est incroyable. Moi, en tout cas, c'est ce qui me drive. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, au-delà des victoires, moi, ce que je vois, c'est que c'est des souvenirs qui s'accumulent, c'est des moments partagés, c'est des émotions que tu n'oublies jamais. Que ce soit dans la victoire, dans la défaite. Tu vois, les émotions que j'ai vécues à Berlin, je les oublierai jamais non plus. Parce que je rate ma qualif aux Games. Et pour autant, si je devais revivre ces moments-là, je les changerais pour rien au monde. Ils font de moi la tête que je suis aujourd'hui. Ça donne des leçons, ça te fait avancer, il faut en tirer des conclusions. Et en fin de compte, pour moi, c'est pour ça qu'il faut faire de la compétition. C'est pour les émotions que ça te procure, au-delà de ce que ça t'apporte derrière financièrement. Machin. Alors on va dire, ouais, il a belle gueule, il a pris 10 000 balles et tout. Juste faites un calcul. Si tu t'entraînes 6 heures par jour, 360 jours par an, je te laisse faire le calcul de 10 000 € à l'heure, en net. T'es sur pas grand-chose. En net, il faut gagner. Il faut gagner. Dallin Pepper là, qui a fait une vidéo où il dit exactement tout ce qu'il gagne, que ce soit World Fitness, etc. Mais bon, avant d'être Dallin Pepper, voilà quoi. Dallin Pepper, ils sont 15 au monde. Hein. Oui. Ils sont 15 au monde, et encore qu'un Dallin Pepper, à son âge, il n'y en a qu'un seul. Le mec, il a 23, 24 ans. Sur la vidéo, en cash prize, il a gagné 174 000, quelque chose comme ça, $. C'est énorme. Sans compter les partenaires. C'est énorme, mais remets-le à l'heure. Mais ça fait partie du. Voilà, c'est. Mais même, tu le remets à l'heure, surtout avec le niveau de vie aux États-Unis, tout ce qui est sécurité en santé qu'ils n'ont pas, par exemple, par rapport à chez nous, etc., les assurances, machin. C'est rien. C'est énorme, mais même moi, des fois, je me dis, putain, les mecs, ils gagnent les games, ils prennent 300, 350 000 balles. Mais quand tu remets à l'heure de travail, encore une fois, c'est pas surpayé, quoi. C'est pas surpayé. Non, mais parce que, encore une fois, c'est génial que les tables soient. Enfin, ce qu'on a envie, c'est d'orienter, en fait, l'expérience athlète, elle est primordiale, tu vois. Et c'est ça il faut qu'on continue dans ce chemin-là, parce que je suis persuadé que c'est ça. C'est important, tu vois, qu'il y ait des athlètes comme toi qui mettent du sens un petit peu dans ce qu'ils font, qu'il y ait un vrai discours aussi derrière. Qui soient capables d'analyser et de comprendre qu'est-ce qui se passe sur une compétition, que c'est pas juste un service, bien sûr, que c'est un échange d'énergie, et que nous, au final, notre vrai but, c'est aussi de faire en sorte de donner du sens à votre pratique et que vous disiez, ok, là j'ai les dents qui règlent le parquet pendant 362 jours pour arriver aux 3 derniers jours aux Affiliate Battle en forme. Et c'est ça qui fédère, et c'est un noyau important de la communauté CrossFit aussi. Et c'est ça, nous, notre plus gros désir. Quoi. Non, mais vous le faites à merveille. Vous êtes une compétition qui continue de progresser, qui ne reste pas sur ses acquis. Et je pense qu'au fond, c'est peut-être ça le plus dur aujourd'hui, quand il y a un modèle qui fonctionne. Quoi changer au modèle pour qu'il continue de fonctionner et fonctionner mieux? C'est super difficile, parce que parfois, tu peux te tromper.
parfois ça fonctionne. Et en fait, on va toujours te reprocher quand ça ne fonctionne pas, à dire mais ouais, mais l'année dernière ça avait fonctionné, pourquoi vous l'avez changé cette année? Parce qu'on voulait peut-être essayer de faire encore mieux. Non, mais Ça n'a pas pris, et c'est pas grave. Voilà, cette année, il y a eu ce WOD 2 qui a été ce qu'il a été. Et pour autant, on vous reproche de l'avoir fait. Et si vous ne l'aviez pas fait, on vous aurait dit, bah ouais, mais vous avez mis un floor extérieur, vous en êtes pas servi. C'est ça, mais au final, ce moment, on l'a vécu. Mais c'est sûr que. Mais c'est comme ça, il faut grandir tous ensemble. Qui font vibrer pour les comptages de calories, ça. Non, mais même. On n'avait rien laissé au hasard, mais ça, au final. Non, mais voilà, peu importe, ça aurait pas été ça, ça aurait peut-être été autre chose. Mais en fin de compte, c'était pour revenir sur ce truc où tu changes pour le mieux. Parfois, ça fonctionne pas. Maintenant, il faut se rendre compte que derrière ces organisations, il y a des gens qui prennent des risques, il y a des gens qui s'investissent. Et en fait, il n'y a que les gens qui ont fait partie d'organisations, de la plus petite à la plus grosse, parce qu'en fin de compte, les problématiques, que ce soit tout petit ou très gros, c'est la même chose. Il n'y a que les gens qui ont vécu de l'intérieur des organisations qui peuvent dire, et qui ont la légitimité, entre guillemets, et je mets des guillemets à ça, de pouvoir, entre guillemets, donner leur opinion. Maintenant, c'est vrai que souvent, je vois sur les réseaux sociaux, on reproche parfois aux athlètes de ne pas prendre parti en disant ouais, vous ne dites rien sur cette compétition qui n'a pas été, vous ne dites rien, mais par contre, les gens ne disent pas non plus vous ne dites rien quand cette compétition a bien été. C'est pas le rôle des athlètes. Un athlète n'est pas un organisateur. Il n'a pas le recul nécessaire et les connaissances nécessaires sur les organisations d'événements pour dire ce qui n'a pas été. Alors, ça n'empêche pas aux athlètes d'en discuter avec les organisateurs. Ça n'empêche pas d'exprimer son point de vue. Maintenant, de là à lyncher des compétitions, parce que moi j'ai déjà vu des trucs passer et dire ouais, là vous dites rien, c'est une honte et machin, ce n'est pas le rôle des athlètes. Voilà, le rôle des athlètes, c'est de performer, c'est de fournir du spectacle, c'est de faire du crossfit sur un floor. Maintenant, c'est aux organisateurs, quand ça ne va pas, ou même des fois quand ça va, de se remettre en question. Mais encore une fois, c'est un rôle qui est extrêmement compliqué quand tu as la formule qui marche, de se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux. C'est super dur. Et franchement, énorme respect à vous, parce que vous êtes dans une formule qui fonctionne, pour autant vous testez des changements. Pour autant, l'âme des affiliates battle, moi je trouve qu'elle reste fondamentale. J'ai connu mes premiers affiliates battle en 2019, vous étiez encore à la boxe, c'était la dernière année où vous étiez à la boxe, avec un floor extérieur, un trail dans la garrigue et un flotteur à l'intérieur. Avec un peu de soleil. Ouais, léger. Léger. Et en fin de compte, que vous soyez parti de la boxe et que vous soyez passé sur une organisation qui fait peut-être 6 ou 7 fois la taille de ce que vous aviez à l'époque, l'âme de la compétition reste la même et franchement chapeau parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est cool, merci Antoine. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair. Les gars, avant de passer sur la partie du qualifier, est-ce que tu peux juste nous dire, tu nous as annoncé que c'était ta dernière saison en individuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes échéances cette année? On sait qu'il y a les Affiliates Battle 2026. Est-ce qu'il y a autre chose? En CrossFit, il y en aura peut-être pas. Je ferai peut-être une compétition en team fin d'année. Ça dépendra de comment se goupille un petit peu ma saison. Cette là, année, 2 compétitions de CrossFit. Pas plus cette année. Une pour l'instant. Une vraie. Chez vous. Entre guillemets, ouais. Et potentiellement une seconde en fin de saison. Okay. Mais mon objectif, ce sera de tenter le tout pour arriver en forme aux affiliates et faire un truc qui, je pense, n'a jamais été fait. Faire le triplé aux affiliates battle. Ah oui. Le doublé, je ne sais pas si ça a été fait déjà. Je pense que si, peut-être un Guillaume Manois ou un Willy. Non, parce que Guillaume a gagné la première fois. Année, il me semble. Ouais, Willy a gagné derrière. Et ensuite, un doublé. Ensuite, il y a eu Lazare. Ouais. Lazare a gagné 2019. Ouais. Et après 2021, c'était... Et après, il y a eu Gauthier Lacroix. Avant ça, c'était le Covid. Après, il y a eu Steph. Non. Dans l'idée, j'aimerais essayer de... Voilà. Je pense que celui qui a fait le plus de podiums, du coup, c'est Romain. Oui. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on lui avait essayé de lui donner un petit coup de pouce. Mais bien sûr. Mais bon, je vois que tu l'avais mal pris. Non, au contraire, ça a mis... Mais je sais que quand tu es dans les semaines avant une compétition, tu vois, tu commences à faire un peu rentrer l'orgueil, tout ça, pour arriver à non, mais c'était bien. J'avais fait une petite vanne à Ellie, parce que Ellie il me dit moi, cette année, je n'ai pas parié sur toi. Et il m'avait dit l'athlète sur lequel il avait parié, ce n'était pas Romain, en passant. Et en rigolant, c'était Jus Vadela. Okay. Et en rigolant, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui dis j'espère que t'as pas mis trop d'argent, mon gars. C'est bon, et à la fin du week-end, je suis retourné le voir. Je lui dis alors, il me dit putain, tu fais chier. Et on en avait rigolé, en vrai, c'était en toute bienveillance. Maintenant, j'ai mon ego de compétiteur qui parle. Oui, bien sûr. Je comprends aussi que il y a des athlètes qui, Romain, a fait une grosse saison et une grosse préparation avant d'arriver aux affiliates. Il était très en canne.
Et c'était très bien. Moi, ça m'a bien arrangé qu'en gros, il y ait du monde qui l'ait poussé en tant qu'outsider. Je crois que ça fait trois fois qu'il était sur le podium, mais jamais la première place. Donc, si tu sais, on avait envie mais c'est normal. d'essayer une nouvelle stratégie. Et encore une fois, c'est le cycle de la vie, en fait. J'ai envie de dire, il y a des changements, etc. J'ai pas envie de lui faciliter la tâche cette année encore. Romain, 2026. Après, voilà. Sur toi, Romain. Va y avoir très certainement tout un tas d'autres compétiteurs. La compétition, elle se résume pas à Romain et moi. Il y a un floor d'athlètes qui est super complet, qui s'étoffe d'année en année. Et honnêtement, c'est vraiment incroyable d'avoir des floors d'athlètes comme ça. Maintenant, effectivement, pour revenir à ma saison 2026, ma target principale, c'est les affiliates battle. Parce que c'est une énorme compétition. Elle prend une place à part dans mon cœur parce que j'en suis double champion et en toute humilité, j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Voilà. En tout cas, quand j'ai commencé le CrossFit, j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. C'est ma dernière saison en tant qu'individuel et j'ai envie de la finir en apothéose. Et si je pouvais poser mes chaussures sur la première marche le dimanche soir des affiliates battle, ce serait un beau symbole avant de prendre entre guillemets ma retraite individuelle. Mais t'es en forme là, Ouais, je suis pas encore à la retraite. Converti vers quoi là, on peut savoir. J'ai pas encore le déambulateur, ça va pas tarder. Mais ce qui est beau, c'est qu'avant, on savait pas en fait que c'était ta dernière année en indiv avant de te proposer le qualifier. Elle dit vraiment, ça tombe incroyablement bien. Je vous l'ai dit, c'est vrai que je vous l'ai dit au moment où vous me l'avez proposé. Oui. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant et ça se goupillait super bien. Alors effectivement, je suis encore en forme et derrière, j'ai plein de défis à venir. Je suis inscrit à l'Ironman de Vichy 1 mois et demi après les affiliates. Okay. On va falloir faire un peu de course à pied parce qu'il y a quand même un marathon. Il y a 180 bandes de vélo, un marathon à courir. Donc on verra. On essaiera de te mettre un échauffement au table. On verra ce que ça donne. Un semi-marathon pour ouvrir. Oh, la Garrigue encore. La Garrigue, on l'a fait 2 fois. La Garrigue, c'est pas mal. Ça, j'avais 203. La Garrigue, ça se tient. Mais en gros, voilà, il y a plein d'événements sportifs qui me chauffent. Aujourd'hui, l'Aerox est en plein essor et je me dis que peut-être pas tenter une qualification championnat du monde, pourquoi pas. J'ai toujours été un coureur plutôt à l'aise, donc je me dis que ça reste envisageable. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est surtout de développer des projets perso, professionnels, prendre un peu plus de temps pour moi, parce que les semaines d'entraînement à 5-6 heures d'entraînement par jour, ça laisse pas trop de place à faire autre chose à côté. Bien sûr. Donc l'idée, c'est aussi de développer tout le côté coaching, de développer du séminaire, d'essayer de m'épanouir un petit peu dans le CrossFit et essayer de me rendre essayer de rendre à la discipline en tout cas un petit peu de ce qu'elle a pu m'apporter. Parce qu'aujourd'hui, toutes les opportunités professionnelles que j'ai dans le milieu, on va pas se mentir, elles sont 90% en partie des résultats que j'ai fournis sur les 3-4 dernières saisons que j'ai fait, et j'aurais pas ces opportunités-là si je n'avais pas performé à hauteur de ce que j'ai fait. Alors encore une fois, moi c'est ce que je répète souvent, l'athlète ne fait pas le coach, comme le coach ne fait pas l'athlète, mais voilà, j'ai envie en tout cas d'essayer de m'épanouir dans cette voie-là, de retransmettre un peu de manière pédagogique mon expérience de compétiteur, étoffer mon expérience de coach et voir où est-ce que ça pourrait me mener. Donc les projets seront principalement personnels d'une part, prendre un petit peu de temps pour moi parce que quand tu fais le calcul, j'ai commencé le sport de haut niveau à 8 ans, je vais en avoir 32 cette année, ça commence à faire un peu. Donc il y a aussi le temps de tourner la page de ce truc-là. Continuer à pratiquer des sports. On parle souvent du CrossFit, l'utiliser en dehors de la boxe, on le fait jamais, ou très rarement. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi de prouver que le fitness, en tout cas cette méthode d'entraînement, elle peut apporter autre chose et elle peut permettre de performer dans d'autres choses derrière. Willy le fait très bien aujourd'hui, on le voit. Donc voilà, les projets sont principalement là-dessus, du perso d'abord, du pro après, et le sport viendra pour une fois en tout dernier. Génial, trop bien. Du coup, concernant la phase du qualifier. La phase de qualification, elle aura donc lieu du 1er février au 1er mars. Le samedi 31 janvier au soir, tu seras présent à CrossFit Nîmes pour annoncer, expliquer ton workout et faire la démo aussi. Il faudra le refaire. 3e fois. Refaire. Et donc pendant tout ce laps de temps, donc, les athlètes devront faire le qualifier, se filmer et soumettre leur score sur Competition Corner et auront 1 mois pour le faire. La conception de ce WOD Qualifier, alors. Quand tu as conçu ce WOD de qualification, tu as commencé par quoi ? J'ai commencé par le format. En fait, moi, je commence toujours par le format. Je découpe souvent mes semaines d'entraînement par les formats que je vais mettre en place. Je règle les longueurs, les intensités, j'essaie toujours de répartir. On sait que les athlètes, ils ont beaucoup de mal sur les semaines d'entraînement. Tu mets des workouts, ils sont à fond.
partout. Donc le rôle d'un coach, c'est de savoir comment tu peux moduler ces intensités de par les formats que tu proposes. Donc l'idée là, c'est un qualifier, il faut que ça tabasse un peu, mais il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que le WOD il soit hyper intense, il faut aussi qu'il soit un petit peu spectaculaire, que les athlètes ils prennent du plaisir à réaliser ce WOD. Maintenant, ma target principale, c'était d'essayer de ne délaisser aucune face du fitness et de pouvoir en donner à tout le monde. Autant à des mecs qui ont un profil un peu plus chat-maigre, un peu plus gymnique, autant à des mecs qui sont capables de lifter lourd, qu'à des mecs qui sont capables de bouger vite et longtemps. Donc vraiment, j'ai essayé d'orienter, en tout cas, ce workout de qualif selon ces critères-là. Et forcément, j'avais un peu de pression parce qu'il en va quand même de mon image de coach. Et puis du coup, je vais être un petit peu mis en avant là-dessus. Donc j'avais à cœur de bien faire. Donc voilà, on verra ce que ça donne le jour J et s'il y a du bon retour là-dessus. Moi, je suis très fan, je te le dis. J'aime beaucoup. Vraiment, ça sera, c'est certain une très belle année parce que j'aime beaucoup ce que tu as fait. Trop cool. Tu t'es inspiré des années précédentes, tu l'as observé, t'as pas voulu être redondant, j'imagine. Est-ce qu'il te ressemble ce WOD ? Bien sûr. Alors premièrement, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Competition Corner et j'ai regardé tous les qualifiers de 2021, 2022, 2023, 2024. J'ai regardé ce qui s'était fait et j'ai essayé de ne pas faire, en tout cas de ne pas être dans la redondance, que ce soit en termes de mécanique de mouvement, que ce soit en termes d'utilisation de matériel. J'ai essayé de faire un truc qui puisse changer un petit peu et qu'on ne retrouve pas forcément des outils qu'on retrouve à longueur de journée dans les qualifiers qu'on a, en tout cas, parce que en plus, le qualifier des tables tombe comme tous les autres qualifiers en début de saison. Donc janvier, février, mars, là, on sait que c'est la grosse saison des qualifiers. Et il y a un outil qui est utilisé tout le temps dans ces qualifiers, à longueur de journée, parce qu'on le retrouve dans toutes les box de CrossFit. Et moi, cette année, pour la première fois dans l'histoire des qualifiers des tables, j'ai décidé de le mettre de côté. C'est très bien. J'ai pas envie de faire les choses comme les autres. Très bien. Tu peux dire ce que c'est, il n'y a pas de problème, C'est les vrai. gens sont au courant. Oui, pas faux. Pour le coup. Donc j'ai décidé de supprimer le rameur, parce que c'est un outil qu'on retrouve partout, tout le temps. Tu vas te faire des amis là. Et qui polarise. Ouais, il y en a qui vont apprécier, il y en a d'autres qui vont me détester parce que ça polarise vachement un workout. L'ergomètre, de par son impact physiologique et de par, entre guillemets, les qualités physiques qu'il requiert, il polarise beaucoup le workout. Que ce soit sur le workout en lui-même et sur les autres parties que tu puisses retrouver dans le workout. Aujourd'hui, on a un workout en 3 parties. Que tu le mettes. Si tu mets ton rameur au début, ça va polariser tes 2 parties derrière. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire abstraction de cet outil-là, qui est un super outil de fitness, mais de dire, c'est bien, mais on le voit partout, tout le temps. Là, il y a déjà des qualifiers début de saison qui sont sortis. Dans tous les qualifiers, il y a du rameur. Ça dégage. C'est vrai qu'il est souvent mis sur l'aspect cardio. Bien sûr. Alors qu'au final, quand tu pèses, tu fais 90 kilos, tu t'en sors toujours mieux que... Tu tires toujours plus fort qu'un mec qui en pèse ça reste 70. un appareil de puissance quand même. En théorie. J'aurais dû le mettre, mais juste avec des burpees over. J'aurais dû mettre burpees over row. On se serait régalé. Ça aurait été très rigolo. Putain, il y a du rameur, au final, il nous a menti. Non, pas du tout. Vas-y Jo, tu voulais parler de la partie B essentiellement. On peut reprendre les différentes parties, si vous voulez, la partie A, la partie B, la partie C, quel stimulus, comme vous voulez. Comme il falloir le dire aussi, c'est qu'on a donné quelques... Alors, forcément, mais il y a quelques demandes de notre part que Antoine doit faire avec pour pouvoir établir ce WOD. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver un WOD en 3 parties, effectivement, c'est ce qu'on demande. Et tu as dû jouer avec ça. Donc forcément... Vous m'aviez donné pas plus de 30 effectivement minutes. une limite de temps, Ouais. 30 minutes. Vous vouliez 3 parties, Oui. ce que je trouve très bien, puisque ça permet effectivement, encore une fois, de lisser le fitness qu'on va retrouver dans ce workout. Si t'en mets qu'une, ton workout il est polarisé. Si t'en mets que 2, tu peux commencer à équilibrer, mais on sait déjà que sur 2 parties, tu vas retrouver une partie, entre guillemets, conditioning, cardio, peu importe, mais vraiment du crossfit pur et dur, et une partie un peu plus lift. Donc là, c'est pareil, tu restes quand même sur une polarité qui est choisie. Avec 3 parties, tu peux te permettre d'en mettre un peu pour tout le monde. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça donne une Et, belle... et ça rééquilibre. Oui, maintenant, ça permet aussi de moins stresser les athlètes, de toujours savoir à peu près à quoi tu vas t'attendre. c'est vrai. Et on t'a demandé des standards assez simples, un WOD communautaire où tu arrives à la boxe et tu sais que tu vas pouvoir partager ça avec un ami qui soit en 45, 40, en teen ou autre. Tout le monde parle le même langage. Ouais. On t'a demandé qu'il y a un petit côté chaud aussi, même si c'est dans la simplicité, parce qu'il y a le qualifier. Et c'est vrai que c'est important qu'on arrive à motiver les gens avec visuel, bien sûr. un beau live que crée CrossFit Nîmes et toute l'équipe. Et voilà, il y a l'originalité aussi.
Alors après, c'est des fois juste faire en sorte de changer des années précédentes. Et voilà. Et on t'a donné tous ces critères. Ouais. Et Ces contraintes, finalement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce WOD que tu as réussi à faire, parce que malgré ces contraintes, je le trouve vraiment intéressant. Bah, pour le coup, je pense que c'est un des WOD les plus simples en qualifier qu'on ait fait. Ouais. Mais au final... Moi, j'adore. bah, c'est ce qu'on dit, c'est c'est ce qu'on aime, que plus le WOD il est simple au tableau, Oui. Oui. plus il c'est ça, tabasse. et c'est ça, et t'es en février, tu vois, t'as envie de te qualifier en testant des choses T'as simples, envie basiques, voilà. et Ouais. on fera la preuve pour ça de qu'il ton est fitness génial. global en juillet, quand t'auras pu Exactement. travailler tes mouvements. Non, je pense qu'il est accessible à tous. Il n'y a rien de très limitant en termes de mécanique de mouvement. Ça reste intéressant. L'utilisation de la dumbbell en single, c'est pareil, à part sur du snatch ou du clean and jerk, elle n'est pas forcément utilisée pour d'autres mouvements, en tout cas assez rarement. Bon, après, le petit complexe, il va être un peu. Le petit complexe. Un peu pense qu'ils piquant. ont pas le- Je mets des comme guillemets, ça. à petit complexe. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que t'avais mis en premier lieu? J'avais mis un truc d'intello. J'avais mis un truc C'était d'intello. tortank. C'était un soudage de lombaire et vertèbre en bonnet du forme. J'avais mis un 5 RM deadlift. Mais après, effectivement, vous m'avez fait la remarque qui était très juste sur le fait qu'il y a des Brutus qui vont pas avoir assez de place sur la barre. Et du coup, ça allait être assez compliqué. Même sur un 5 RM, ça aurait pu poser problème, effectivement, déjà, en termes de sécurité pour les athlètes. Ouais. Parce que les barres qui se déchargent pendant l'exécution d'un mouvement, c'est toujours Ça très, peut, très compliqué. En termes de judging, c'est pareil, ça peut être un peu merdique sur le standard et 2 sur l'exécution vidéo. Quand il y a des poids dans tous les sens, etc., c'est quand même assez compliqué. Donc il a été modifié pour un complexe d'haltéro, entre guillemets, un peu plus classique. Pareil, ce complexe, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà retrouvé quelque part. Je ne crois pas. Hein. Non. Inspiré, entre guillemets, un petit peu du Bella complexe, remasterisé. Mais il va être intéressant aussi parce que malgré tout, il y a quand même une stratégie à avoir, parce que la fenêtre, elle est relativement courte. 10 minutes, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps pour réaliser les exos. En fin de compte, sur un complexe à 6 reps, il y en a vachement moins. On se rend compte que le temps de récup est un petit peu allongé pour récupérer du complexe. Au niveau des charges, il va falloir être assez smart. Donc ça va être intéressant. Et la dernière partie, elle va être horrible. Et est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour chaque partie? Donc là, on a testé la première partie ce matin. Toi, tu l'as déjà testé entièrement. On a eu l'occasion de te voir souffrir dessus. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Ouais, en termes de conseils, ce que je dirais, c'est qu'il faut gérer intelligemment cette première partie. Alors, c'est difficile parce que ça va se jouer dans un panier de crabes, ça va être à la seconde près. Mais en même temps, si le pace est trop poussé sur la première partie, malgré un gros temps de récupération, le grip, il va quand même être entamé. Grip épaule, honnêtement, très surprenant. Hein, on l'a dit ce matin. Vrai que mais sur le papier, tu t'attends pas à avoir Non. le grip dans cet état-là. Ouais, non, tu t'attends pas à ça. Donc grip épaule assez impactant. Donc il va falloir rester vigilant aux sensations, même si évidemment ça reste un qualifier, il faut scorer, donc il faut se pousser. C'est ça, et au final, c'est tellement accessible à tout le monde que tu peux te faire prendre des points par Ouais, 6000 et puis, personnes. Quoi. exactement. Là, le profil, il est vraiment générique. En C'est fait, ça. il n'y a pas de préférence. Le profil sur la première partie est vraiment générique. Donc tu peux te faire prendre des places bêtement sur une mauvaise transition, sur une mauvaise exécution, dans les la pieds, corde que tu prends dans les pieds. Moi, ce matin, regarde, j'ai pris 3 fois, j'ai perdu 30 secondes. Enfin, un enfer. Mais cette première partie, il faut vraiment la manager. Il faut pousser le pace. Mais je pense qu'il faut rester sur un ressenti RPE 8, entre guillemets. Il faut que ça tape, mais il ne faut pas se retrouver par terre. Parce que même si le temps de récup peut être relativement long, ce matin, si on regarde le chrono, on avait quasiment 5 minutes de récupération avant de partir sur la partie B. Grip épaule impacté, forcément, tu pars sur un complexe à 6 répétitions, dont 5 répétitions avec du grip, C'est énorme. et 3 répétitions où les épaules vont être impactées. Parce que sur le clean et le jerk, les épaules sont en action. Forcément, tu recrées un impact dessus. Ça fait à peu près 15-17 secondes de temps sous tension, le complexe. Si tu prends un peu le temps de te replacer. Et encore sur- 15-17 si tu déroules tes reps. Hein. J'avais calculé ça sur Ouais. ton essai à 120. Et encore sur les 120. C à 120, Mais à je 140, suis, tu prends plus de temps, je pense, avant le Le jerk. clean, je le redescends pas comme j'ai descendu Ouais. 120. Ouais. Mais voilà, il va être intéressant parce que va falloir être intelligent. Donc cette deuxième partie, Mais sur la première partie, donne-nous des conseils quand même, parce que je pense que. non, j'ai justement RPE 8. Restez attentif aux sensations sur le grip parce que ça va beaucoup déterminer la deuxième partie. Pas hésiter à faire des petits breaks intelligents, notamment sur les toast to bar. Il y a un volume de toast to bar qui est quand même conséquent. La midline, elle va être impactée. Ça va jouer aussi sur le complexe. Donc, pas hésiter à faire des petits breaks sur les toast to bar. De toute façon, c'est relativement, moi, ce que je conseille très souvent, c'est que c'est petit break, petite pause. Si sur ta série de 20 toast to bar, tu arrives à faire
12 et 8, ou même quitte à faire en 3 séries, mais avec des pauses vraiment éclairs, tu passeras pas 20 secondes avec les mains sur les genoux en train de souffler comme un bœuf avant de repartir sur ta corde. L'objectif, c'est que tes transitions soient le plus efficaces possible. Donc peut-être ralentir la vitesse d'exécution des mouvements. Sur le thruster, être un peu plus détente, ralentir un petit peu, sans non plus parler de tempo, mais ralentir un petit peu cette exécution pour pouvoir gommer les temps de transition. Je pense que ça va être la clé vraiment de cette première partie. Ça va être gommer les temps de transition et être capable d'être intelligent sur le ressenti du grip et des épaules pour pas être impacté plus loin dans le workout. Et à quel moment tu as un peu impliqué ton mental sur le workout? Je pense que les burpees, Du 3e? ouais, ils font Ouais, on est vraiment d'accord. mal. La relance des burpees. En fait, tu repars sur la corde tu l'as subie. Moi, les DU, c'est quelque chose qui me fait un peu mal. Pour le coup, je me suis pas fait de cadeau. J'ai mis quand même des mouvements toast to bar, DU, où je suis pas forcément le plus à l'aise du floor là-dessus. Les DU font mal parce que tu as du mal à respirer, ça saccade beaucoup la respiration. Et en fin de compte, tu restes dans cette phase saccadée sur les burpees. Et en fait, les burpees, il y en a entre guillemets que 12. Mais pour autant, se redresser, se recoucher. à ce moment-là, C'est vrai ils que les sont- 4 premières du 3e tour, tu as envie de te redresser. Quoi. Ouverture, fermeture, tu as envie de te mettre debout, passer les 2 pieds au-dessus de la barre, souffler, redescendre. Et en fin de compte, tu es au bout. Donc il faut continuer à avancer un petit peu. En tout cas, sans non plus faire trop monter l'aiguille dans le rouge. Relâcher peut-être un petit peu sur les thrusters, sur le pace. Pas hésiter à presque prendre une petite seconde de pause en haut pour vraiment ouvrir cette cage thoracique et venir respirer. Et après, sur la dernière série de toes, c'est celle-ci où il faut pousser parce que la récup arrive juste derrière. Quoi. Donc, vraiment, c'est ce qui va être, je pense, challengeant et déterminant, c'est vraiment la gestion de ce 3e tour. On le verra sur l'annonce au qualifier, mais je pense qu'il peut y avoir des petites surprises là-dessus. Ouais. Et tu penses qu'il y en a qui vont tomber sous les 8? Je pense que sur un peu énervé, ça peut partir sous les 8 minutes. Après, c'est bien, 8 minutes sur le premier. Ah ouais. Très solide. Ouais. Maintenant, il reste 2 parties derrière qui sont très gourmandes. Et notamment, je pense à la dernière partie, elle est vraiment horrible. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment être intelligent. Je pense qu'un score entre 8 et 8,30, ça va être le top du top. Et encore que ça risque de descendre en dessous. Maintenant, je reste curieux de savoir sur l'athlète qui va faire en dessous de 8 sur cette première partie, comment ça va se dérouler sur le reste. Notamment sur le complexe, où malgré les 5 minutes de récup, l'impact physiologique il va quand même être épicé. Et sur ce complexe, tu conseilles combien de tentatives pour la gamme montante? Moi, je vois une grosse gamme montante à l'échauffement, une prise de confiance à 80% de la charge estimée sur le qualifier, sur le complexe qualifier. Maintenant, je pense que 3 tentatives, ça va être bien. 4, c'est un peu osé. Et au-dessus, c'est que la charge, elle a été mal estimée à l'échauffement et que tu vas retourner en gros sur ton dernier complexe à 15 secondes de la fin du chrono et que tu vas déjà perdre 1 minute 30 sur ton AMRAP qui suit. Quoi. Et là, on est au mois de janvier. Ouais. Du coup, on va sortir ce podcast après le qualifier. Tu penses faire quoi sur ta gamme montante? T'annonces combien? Moi, honnêtement, je pense qu'avec les brutasses qu'on a en France, un complexe sur 3 deadlifts, 2 clean and jerk, je pense que ça va aller chatouiller entre 150 et 160. Ah ouais? Ouais. À ce moment-là du WOD. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a des mecs qui vont pouvoir aller chercher pour toi, ça. c'est des mecs complets qui vont sortir ça? Ça va être le top score. Ouais, Maintenant, ils vont être top score sur cette partie-là. Est-ce qu'ils le seront sur le reste? Ça reste à déterminer. Parce que... Moi, j'aimerais bien, dans l'idée, un petit 145, 150, je pense que c'est pas déconnant. Et ta gamme montante, tu vas faire à peu près combien? Je pense que je vais monter. Moi, je vais monter rapidement. Je vais valider un complexe tout de suite à 80, 90. Ok. Derrière, je vais passer à 120, 125, peut-être 130. Et après, de toute façon, le gap, il faut le tenter, quoi. Moi, je suis toujours partisan de ce truc-là, c'est qu'il faut tenter le gap. Maintenant, à voir comment je me sens à l'échauffement, ça va dépendre surtout de ça, parce qu'il faut rester attentif aux sensations et à l'écoute à l'échauffement. Maintenant, peut-être que je vais ouvrir beaucoup plus haut, peut-être un premier complexe à 120 d'entrée de jeu. Wow. Parce que je sais que sur le test, par exemple, 120, je l'ai fait vraiment... je me suis assez peu échauffé sur le complexe pour dire, je pense que ma barre la plus haute à l'échauffement sur le complexe, c'était 50 kg. Et j'ai fait 50, 90, 120. Donc je pense que, potentiellement, je peux ouvrir à 120, faire un petit 120, tenter un bon à 140, et ça me laisserait une barre bonus. Sachant que 140, je pense que ce sera déjà des barres
pas dans le top score, mais assez proche. Ok. Toi, Ouais, Jo ça va être beau à voir. Et toi, Jo Je ne gère que plus depuis 170, 2017. Le temps passe super vite. Est-ce que quand même pour clôturer, tu peux nous donner le conseil de la partie C aussi? Yes, Décrire partie C, rapidement, là, filer le vraiment, petit conseil qui fait plaisir. partie C, faut serrer les dents, fermer les yeux. Hein. J'ai envie de dire, il n'y a pas 36 solutions. La partie C, elle est difficile parce que c'est un AMRAP de 6. Il y a beaucoup de transitions, parce qu'au final, ça va beaucoup varier entre le clean and jerk. Tu vois, je suis encore sur la partie DC, entre le snatch et les pull-ups. Donc, va falloir être assez rapide. Maintenant, encore une fois, le grip va être très impacté. Les épaules vont être très impactées. Donc, pour moi, c'est drop and go sur la barre. Ceux qui vont s'essayer au touch and go, on se revoit dans l'au-delà. Il y en a très certainement qui vont le tenter. Hein. Il y en a très certainement qui vont le tenter, mais je pense qu'ils vont rejoindre tonton Johnny assez rapidement. Et non, voilà, il faut peut-être même pas hésiter à breaker les pull-ups pour conserver un peu de grip, un peu d'épaule et pouvoir être capable de mettre du rythme en drop and go rapide sur ses snatchs, quoi. Puis je pense que c'est important, tu sais, des fois dans des WOD, on veut enchaîner 2 mouvements, ensuite récupérer Bien sûr. peu plus. Là, il y a du grip sur les deux, donc peut-être garder une transition un peu constante entre les deux pour que ça relâche un peu le grip et Essayer de trouver de la constance. essayer de trouver de la constance, essayer de relâcher au maximum et de trouver de la fluidité d'exécution sur ces pull-ups pour éviter justement de saturer le grip trop vite. Pensez à bien oxygéner sur les pull-ups, on a souvent tendance à être un peu en apnée. Donc oxygéner à mort sur ces pull-ups, pensez à bien respirer. Et voilà, encore une fois, un drop and go rapide et être capable de ressaisir la barre, remettre les mains sur la barre, même si l'activation du mouvement, elle se fait pas tout de suite. L'impact psychologique sur le fait de remettre les mains sur la barre, ça oblige à y retourner. Et c'est ça qui fait que tu avances rep après rep. Donc je pense que sur du drop and go assez rapide... Mais très clairement, c'est un WOD quand même ingrat. Parce que l'année dernière, c'était un sprint. C'est vrai que c'est dur de sortir un sprint à la fin parce que ton corps est encore en train de recycler ce que tu as fait avant. Et vu que le complexe est très long, tu récupères pas vraiment. Ton cœur, il reste quand même assez haut aussi. Et là, c'est 6 minutes d'un couplet avec les 2 mouvements où tu as du grip. Donc, tu n'as pas d'échappatoire, quoi. Vraiment, Voilà. ça, c'est la partie sur le test où j'ai le plus subi et où vraiment, bah, tu l'as dit, hein, de toute façon, ça se voit sur la vidéo que je t'ai envoyée. Je mets le bip sonne et je mets quand même 3-4 secondes à saisir ma barre de snatch alors que normalement, je devrais déjà avoir les mains dessus. Mais vraiment, j'ai été rôti-ficelé et je me suis dit, ah ouais, 6 minutes, c'est très, très long. Vraiment, hein, tu fais... Parce qu'en plus, les premières transitions 3-6-9 sont assez rapides. Et en fait, tu fais 3-6-9, tu regardes le chrono et tu te dis, ah ouais, il reste 3-30. Ah ouais. Il reste 4, 3-30, 4 minutes. Et là, tu te dis, ah ouais, ça va être très... Et là, vraiment, si tu as le malheur de partir un peu trop fort, Ah bah là, que tu remontes au-dessus de ton seuil, Ouais. après là, tu t'en sors Là, plus. t'es comme ça, tu c'est comme prends si ton le WOD durait paquet, 18 minutes. hop, je pense. et tu t'enfiles du popcorn à fond les manettes. Ah ouais, non, c'est... Ça Là, va- pour le coup, celui-ci, la stratégie et le rythme de départ sur cette partie-là va être très importante. Il y en a, hein, je pense, qui vont peut-être le soir du qualifier tenter un peu d'intox sur quelques reps en touch and go. Tu vas pas suivre. Je serais curieux de voir. Je demande à voir. Bah, merci beaucoup Antoine. Hein. Merci à vous, c'était Merci, c'était grave cool. Merci Trop bien. Antoine, merci encore parce que c'était un super échange et ça m'a fait vraiment plaisir. Je te vois à chaque fois sur le floor. On s'est pas non plus énormément vu à l'extérieur, mais Pas beaucoup. j'ai découvert un super mec, donc merci. Merci à vous pour l'organisation de cette belle compète et on se retrouve du coup le 3, 4, 5 Ouais. juillet. Et au moins sur le podium, on est d'accord. C'est bon. Le rendez-vous est pris. Merci Antoine.